Guinée Info, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au cœur de l'actualité. Au niveau de la publication des audits, la procédure administrative se poursuit et les dernières personnes citées seront attendues dès demain. Les éclairages, c'est dans Guinée Info. Et puis la digue de Kabaken casse-tête pour les paysans. Les travaux de réparation sont aux arrêts. Nous allons voir pour quelles raisons. Enfin, Ramadan tire à sa fin. Les 10 derniers jours sont pour certains fidèles musulmans. Ils passent la nuit dans les lieux de culte. Éclairage, c'est dans Guinée Info. Avant de dérouler l'actualité, je reçois sur ce plateau Foudita Silla pour la lecture de ces séries de décrets. Décret D 2014-171 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Séverin Kourouma, précédemment conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Chef de cabinet, Mme Aminata Kamara, confirmé. Conseiller juridique, M. Mohamed Sidibé, précédemment chef de division à la direction des investissements et projets des Guinéens de l'extérieur. Conseiller chargé des questions économiques, Mme Fatoumata Thiam, confirmé. Conseiller chargé des questions migratoires, M. Ahmed Sekou Koumbassa, précédemment directeur national des affaires sociales et culturelles. Conseiller chargé de mission, M. Mamadou Seydou Bari, Mamadou Seydou Bari, précédemment directeur adjoint World Education. Attaché de cabinet, M. Mohamed Sako, confirmé. Directeur national de l'appui à l'investissement et au projet des Guinéens de l'étranger, M. Mohamed Baba Kamara, confirmé. Directeur national adjoint de l'appui aux investissements et au projet des Guinéens de l'étranger, Mme Fatoumata Conté, cadre de banque. Directeur national des affaires sociales et culturelles, M. Aboubakar Diallo, économiste. Directeur national adjoint des affaires sociales et culturelles, M. Ansouman Adjos Kondé, juriste. Directeur statistique et prospective des Guinéens de l'étranger, M. Alpha Oumar Mosqué Diallo, précédemment en service à la direction des investissements et projets. Directeur service d'appui à la promotion des logements des Guinéens de l'étranger, Dr Sekou Grovogui, précédemment chef de division dans le dit service. Directeur communication, M. Jacques Kourouma, consultant en communication. Article 2. Le présent décret qui prend effet de la République, écrit le 23 juillet 2014, SG, portant nomination de l'administration projet. Article au décret numéro désormais administration projet public AC, journal de l'administration et contrôle des administrateurs de l'administration des grands projets et des marchés publics, ACGPMP. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 23 juillet 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-173 PRG-SGG portant nomination du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Guillaume Curtis, précédemment secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, est nommé directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature
sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 juillet 2014, professeur Alpha Condé. Merci à Foudeta Silla. Dans l'actualité, la visite de 48 heures du président du Faso en Guinée est un succès diplomatique, précise le ministre des Affaires étrangères. Face à un certain commentaire, le ministre Fall est sorti de son silence pour apporter des précisions sur cette visite d'État. C'était ce matin dans l'entretien de Koulouma. Je vous propose juste un extrait du ministre Fall. Donc je tiens à dire d'abord que le président Blaise est bel et bien été attendu à Conakry pour un séjour qui devait se dérouler le 17 et 18. Il est arrivé le 17 à 9h50, il est reparti le 18 à 18h. Donc un séjour plein, il est parti très content, vous avez écouté lui-même ce commentaire, et je pense que cette visite a plutôt... Mais il y a la malveillance dans les hommes politiques. Quand il y a un grand succès, il faut mentir gros pour que les gens y croient, en disant qu'on a parlé de Dadis. Dadis n'a jamais été à l'ordre du jour de discussion entre les chefs d'État. Et sur ce sujet, je voudrais le dire, le gouvernement s'est engagé à faire toute la lumière sur les événements du 28 septembre. Une commission rogatoire a déjà interrogé le capitaine Dadis à Ouagadougou sur recommandation des juges qui ont le collège des juges qui est établi à Conakry. Et cette commission rogatoire fait partie de la volonté du gouvernement guinéen de faire la lumière sur les événements. Je crois que le ministre de la Justice vous le confirmera. Les enquêtes sont en cours, judiciaire, et tout se fera. Mais, je tiens à le dire, en aucun moment, au cours de la visite, les deux présidents n'ont échangé sur le cas d'Addis, étant donné que le cas d'Addis est en plein de la justice. Sur le plan intérieur au Burkina, nous n'avons pas vocation, la Guinée ne se mêle pas des problèmes intérieurs des autres pays. Nous avons reçu le médiateur, la mission s'est bien passée, tout le monde a vu les images et a écouté le président burkinabé. Je pense que les choses sont très bien passées, mais la malveillance en politique fait partie des pratiques. Bon. Vous suivez l'intégralité de cet entretien juste après ce journal avec Kamara Baka. Comme annoncé dans les titres, la procédure administrative suit son cours normal dans le processus de publication des audits sur les 5 rapports définitifs déjà publiés. Certaines personnes n'ont pas été entendues par l'inspection générale. Demain, le dossier de la Banque centrale et celui d'Air Guinée seront sur la table. Les personnes citées seront invitées à donner leur version des faits. C'est une exclusivité de la télévision nationale. Le reportage est signé Mamadou Alpha Baldé. À l'inspection générale de l'État, le dossier des audits avance. À partir de demain, la phase contradictoire est prolongée. Elle devra permettre à certaines personnes citées dans différents rapports, encore pas entendues par les services de l'inspection générale de l'État, de donner leur version des faits. Aujourd'hui, nous sommes dans le but de saisir la justice, mais aussi nous prolongeons la procédure contradictoire parce que pour certains rapports qui étaient considérés comme définitifs, il a été constaté que des personnes étaient en dehors du pays. Tous les autres mises en cause sont intervenues. Sur les 5 rapports définitifs publiés, des personnes citées dans les dossiers d'Air Guinée et de la Banque centrale seront aussi entendues. Dès demain, par exemple, nous engageons le dossier BCRG. À cette occasion, nous avons fait appel à certains intervenants qui n'avaient pas pu s'expliquer devant la commission d'audit. C'est le cas de M. Chérif Ba, que nous allons recevoir demain dans le but de vraiment entamer la procédure contradictoire. Le rapport Air Guinée, c'est un rapport définitif. La procédure contradictoire a été déroulée. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues, à l'exception d'une personne, et celle-ci peut être invitée à nouveau pour se prononcer autour des questions soulevées par la mission. Pour permettre aux audits de jouir d'une crédibilité remarquable, l'inspection générale de l'État compte écouter tous les acteurs impliqués dans ces dossiers. Récemment, un 6e inspecteur d'État a été nommé par le président de la République en vue de renforcer les prestations de l'institution.
Dans le reste de l'actualité, au ministère de l'Agriculture, les cadres se concertent pour trouver une solution à la digue de protection de Kabak. Sur cette digue, les travaux de réparation sont arrêtés à cause des grandes pluies, dit-on. Et si rien n'est fait, tous les efforts consentis dans la campagne agricole 2014 seront voués à l'échec dans cette région agricole par excellence. Explication, Foudé Kamara. À Kabak, au magasin de stockage construit par le programme de productivité agricole du ministère de l'Agriculture, ce mini-stand des femmes appuyées fait le marketing du riz du terroir. Derrière cette opération de marketing se cache un danger. En front de mer, 9 km de digues sont perforés par 5 brèches d'une longueur de plus de 2000 mètres. Aujourd'hui, sur 1880 contractuels, plus de 1500 mètres sont déjà exécutés. Quand il y a l'ouverture des brèches, les cultures sont menacées, on est obligé d'intervenir pour sauver non seulement les cultures, mais aussi les habitations. Parce qu'il y a une intrusion violente de l'eau de mer avec les crues. Alors, cette solution, elle est purement transitoire. La solution elle-même, elle est à étudier. Une première opération d'urgence de plus d'1 milliard de francs guinéens s'est soldée par un échec. L'écran de sac de sable n'a pas pu résister face aux assauts des eaux de mer. Aujourd'hui, les travaux de réparation provisoire de la digue de Kabak sont confiés à l'entreprise Castor pour une facture de plus de 8 milliards de francs guinéens. Principal souci, le retard dans le décaissement. On pouvait finir avant la saison des pluies. Mais avec cette saison-là, on ne peut plus. La portance n'est pas là, la portance du sol n'est pas là. Et on prend le produit du remblai, la latérite, à presque 6 km d'ici. Donc c'est ce qui a fait ce retard. Nous sommes des saisonniers. Nous avons la saison sèche propice aux cultures maraîchères. Nous avons la saison pluvieuse qui n'est pas du tout propice aux grands travaux d'aménagement. Et donc il y a cette adéquation à avoir entre financement et temps de travail il faudrait que le ministère des Finances l'intègre, le ministère du Budget l'intègre et nous appuie dans ce sens-là. L'infiltration non régulée des eaux de mer ravage les pépinières de riz. Au lieu de cultiver, les femmes sont à la recherche de quelques petits poissons. De 1954 à nos jours, il y a eu 7 interventions sur la digue de Kabak. Je la prends en même temps que vous pour être plus complet sur la digue de Kabak. 2000 hectares aménagés sont en danger si rien n'est fait. À Kindia, l'actualité reste dominée par ce conclave des professionnels de la santé sur la mortalité maternelle et néonatale. La rencontre de Kindia devrait déboucher sur la mobilisation des ressources pour améliorer l'accès aux soins de santé de la reproduction. Hadia Toubari, de retour de Kindia. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale est une priorité du gouvernement et ses partenaires, mais sa mise en œuvre passe par la mobilisation des ressources nécessaires pour la disponibilité des produits de la santé de la reproduction, d'où la tenue de cette rencontre de plaidoyer. Ils sont en train de donner la vie, c'est insupportable. Alors c'est pour tout ça qu'on veut disponibiliser et sécuriser les produits de santé de la reproduction. Si un enfant né aujourd'hui, 35% n'arrivent pas à fêter leur premier anniversaire, c'est aussi dramatique pour nous. Selon les études menées en 2012 par le ministère de la Santé, le taux de mortalité maternelle est de 724 décès pour 100 000 naissances vivantes, un taux qui plonge la Guinée parmi les pays moins performants. Au vu de ces informations, les participants s'engagent. Avec tous les enseignements que j'ai bénéficiés, je vais utiliser les arguments, la formation que j'ai reçue pour convaincre premièrement les citoyens à aller vers les centres de santé. Deuxièmement, convaincre l'autorité et l'exécutif à s'y mettre pour aider nos hôpitaux. Surtout, je vais insister pour la mise en place d'un programme national pour la sécurisation des produits de santé de la reproduction. Depuis 2004, un plan stratégique pour la sécurisation des produits de la santé de la reproduction est élaboré par le ministère de la Santé. Sa mission est de garantir d'ici 2017 à chaque personne la possibilité d'obtenir et d'utiliser des produits de santé de la reproduction de qualité.
La Guinée vers la relance des centres pilotes de pré-traitement des déchets plastiques. C'est la bonne nouvelle après la visite du ministre de la Jeunesse et le représentant de l'ONUDI en Guinée. Après avoir visité les différentes installations, ces deux responsables s'engagent à impliquer les sociétés productrices dans le recyclage des plastiques. Mamadi Ternan-Kamisoko nous signe ce reportage. L'unité de Sodiaplast, implantée au cœur de Dar es Salaam 2, quelques 8000 tonnes de déchets plastiques y sont collectés chaque jour avant d'être traités pour un éventuel recyclage. Certes, de nombreuses contraintes sont signalées, mais le résultat reste encourageant. À l'opposé, il y a les centres pilotes de pré-traitement des déchets plastiques, aujourd'hui présents dans 4 des 5 communes de Conakry. 3 ans après le début du projet bipartite, ministère de la Jeunesse, ONUDI sur financement du Fonds de consolidation de la paix, ces centres sont presque à l'arrêt. On n'a pas de fonds maintenant là où on te parle comme ça là. On est là, ça fait au moins 1 an, 6 mois comme ça, les gens travaillent ici sans salaire. Et notre centre n'est pas équipé. Chaque centre pilote de pré-traitement des déchets plastiques emploie près de 30 jeunes. Le ministre de la Jeunesse et le représentant de l'ONUDI sont donc sur le terrain pour faire l'état des lieux. Objectif, faire en sorte que ces centres puissent réduire le chômage des jeunes et assurer leur propre fonctionnement. Un souci qui anime son excellence monsieur le ministre de la Jeunesse, qui voudrait que vraiment les jeunes soient des acteurs, qui ne soient pas seulement des observateurs passifs, qui soient là pour tendre la main à l'État ou aux bailleurs de fonds, mais qui soient également des acteurs de développement. Et c'est ce vers quoi on veut tendre, et on essaiera de faire en sorte que vraiment on puisse faire œuvre utile, tirer parti en tout cas de nos échecs pour aller de l'avant. Avec une relance réelle, nous pouvons créer de l'emploi réel pour ces jeunes, pour qu'ils puissent se prendre en charge et pour que ces centres-là, effectivement, deviennent des centres adaptés et des centres qui pourront recycler ces déchets plastiques et les revendre. Le prochain plan de relance mettra donc l'accent sur la forte implication des sociétés productrices de déchets dans le recyclage de ces plastiques. Le ministre Naïti tient à la réussite de ce projet pour débarrasser la capitale des déchets de tout genre. De son côté, en plus bref, la ministre des Sports a rencontré récemment le représentant de l'UNICEF en Guinée. Les entretiens entre Domani Douré et Mohamed Agayouya ont porté essentiellement sur la promotion du sport féminin en Guinée. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Mamadou Saliouba. Offrir les populations guinéennes une eau de qualité en quantité suffisante, voilà ce qui ressort de la réunion de haut niveau tenue récemment à Washington, c'est aux États-Unis. La Guinée était fortement représentée lors de cette réunion. La restitution d'une réunion de haut niveau sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement avec Mohamed Sankon. Le taux de couverture nationale dans le domaine de l'eau est passé en 3 ans de 42,25% à 71,12%. Celui de l'assainissement de 44 à 57,6%. Ces résultats ne donnent toutefois pas satisfaction aux autorités guinéennes, d'où la rencontre de haut niveau de Washington axée sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La première dans le temps de la Guinée, c'est de venir vers les bailleurs de fonds qui se sont engagés, tout en sachant que la Guinée elle-même ils ont promis d'augmenter de 4% à leur enveloppe pour intervenir dans le secteur eau, assainissement et hygiène. La Guinée a pris des engagements relatifs notamment à l'augmentation de 2% du budget alloué au secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, d'assurer la coordination des activités du secteur et de créer un environnement politique et institutionnel favorable au développement du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Si on met $10 dans l'assainissement, on économise 50 ou 100 $ dans le domaine de la santé. Mais pour le moment, nous sommes dans l'approche ATPC. C'est une approche pour viser à mettre fin à la défécation à l'air libre. On a pu quand même amener plus de 3000 villages à arrêter la défécation à l'air libre. Les recommandations ont été élaborées à l'endroit du gouvernement, des partenaires au développement et de la société civile. Respecter strictement les engagements d'ici fin 2016, accroître les investissements dans le secteur et élaborer une stratégie nationale de plaidoyer pour le suivi des engagements.
Et puis le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique a été secoué ce mercredi par un incendie. Pas de perte en vie humaine, mais assez de dégâts matériels. Le sinistre serait causé par un court-circuit qui a plongé les cadres du département dans la désolation totale. Le constat sur place avec nos reporters Habib Thiam et Abouakar Sidiki Kamara. C'est un ministère de la Culture déjà en souffrance qui s'incline face à ce violent court-circuit. Les bureaux du chef de cabinet et du secrétaire général ont presque volé en éclats. Nous sommes dans le entièrement brûlé, complètement brûlé. Il n'y a rien qu'on peut tirer d'ici. Or, les archives de notre ministère, l'âme même de notre ministère, tous les documents sont ici. Tous les mercredis, nous avons un conseil de cabinet et ça se passe au musée parce qu'on n'a pas d'espace ici, comme vous voyez. Nous souhaitons qu'après ça, il y ait quelque chose de meilleur. La coopération culturelle française dit partager le choc de son allié direct. Aussitôt informé, son représentant s'est rendu sur les lieux pour mesurer l'ampleur des dégâts. L'incendie dont on ne mesure sans doute pas encore au moment où je parle l'ensemble de l'impact, évidemment a considérablement dégradé le bâtiment. Que vous savez qu'il y a des liens très privilégiés dans le domaine de la coopération culturelle entre la France et la Guinée, assurer évidemment le ministre et toute son équipe de notre soutien. Ce bureau est un des rares services à survivre à cet incendie, finalement stoppé par les sapeurs-pompiers. Après le sinistre, la question d'un transfert imminent des locaux et la numérisation des archives est à nouveau sur la table. Un besoin longtemps exprimé par le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. SOS donc pour le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Le mois béni de Ramadan, une occasion pour les fidèles musulmans de faire des sacrifices. C'est le cas de ceux de l'Agence des musulmans d'Afrique qui vient d'offrir des vivres aux déshérités de la région de Kankan, RTG Kankan, Elhadj Foudi Bangali Fofana, Mohamed Kourouma. C'est devenu une tradition pour l'ONG AMA, Agence des musulmans d'Afrique, de distribuer des vivres chaque année pendant le mois de Ramadan. Autour de ces vivres, des représentants des associations des personnes vulnérables, notamment des handicapés physiques, des veuves et orphelins, des élus locaux, des cadres communaux, préfectoraux et régionaux, ainsi que des organisations nationales et internationales établies ici, à Kankan. L'objectif principal de l'AMA Kankan est de participer à l'amélioration du niveau de vie socio-économique des populations à la base à travers des différents programmes et projets. Cette année, la Haute-Guinée bénéficie de 8500 repas pour une valeur de 148 185 000 francs guinéens. Le nombre de bénéficiaires est de 500 familles contre 250 familles l'année dernière. Pas pour le geste, certes, mais pour ce que cette ONG est en train de prôner, ce que cette ONG est en train de s'aimer en termes d'altruisme, de solidarité et de philanthropie dans notre préfecture. À la fin de la cérémonie, la joie était sensible chez les bénéficiaires qui étaient comblés d'avoir reçu de quoi couper le jeûne pour quelques jours de Ramadan. Le mois de Ramadan tire à sa fin. Les fidèles musulmans se rapprochent de plus en plus du Créateur à travers des prières. C'est ainsi que les 10 derniers jours, nombreux sont ceux qui passent les nuits dans les mosquées pour implorer sa grâce, mais surtout à la quête des bénédictions liées à la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Tcherno et Maoufba, Abouakar Sidiki Souma ont fait le tour dans certaines mosquées de la capitale. Images et témoignages. 1h du matin, c'est l'heure prévue par les fidèles musulmans pour rallier les différents lieux de culte afin d'accomplir les prières nocturnes des 10 derniers jours du mois saint du Ramadan. Les fidèles sont à la recherche de la nuit du destin appelée Laylatul Qadr. C'est en ce mois saint de Ramadan que Dieu a fait descendre le livre saint. Dans ce mois aussi, il existe un jour que chaque fidèle recherche, qui est Laylatul Qadr. Cette prière nocturne faisait partie des habitudes du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, durant le mois saint du Ramadan. Le messager de Dieu réveillait les membres de sa famille au milieu de la nuit pour accomplir ses prières.
Si l'on sait que la nuit du destin est située parmi les dernières nuits, cependant aucune précision sur le jour. D'où l'intérêt pour ces jeunes de ne rater aucune séance de prière pour espérer le pardon divin. Ça fait 5 ans que je suis régulier à effectuer cette prière. Vraiment, chaque année, vraiment, on voit que la jeunesse s'active, surtout dans notre quartier ici à Amdallah 1, la jeunesse s'active. Et les imams aussi nous exhortent de venir effectuer cela. Vraiment, ils nous appellent et si vous regardez aujourd'hui, c'est à 98%, c'est des jeunes seulement qui sont là. Vraiment, c'est une fierté. En islam, la prière nocturne est perçue comme l'un des moyens de rapprochement des fidèles musulmans à Allah. Elle se fait à la mosquée tout comme à domicile. Que le Tout-Puissant Allah exauce nos vœux et accepte nos prières en ce mois béni de Ramadan. Enfin, politique, la section RPG Arc-en-Ciel du quartier Anta Fassa renouvelle ses comités de base. Les bureaux viennent d'être validés. C'est une recommandation de la direction nationale du parti, une manière de construire une base solide. Thierno Younoussaba nous fait le point. Ils sont militants du RPG Arc-en-Ciel de la section Antafassa. Ils prennent part à la cérémonie de renouvellement des différentes structures de base du parti. 6 bureaux de comités sont concernés par cette opération de validation. Un exercice qui intervient un mois après l'élection des membres. Pour les responsables, l'initiative entend redynamiser davantage le parti à la base. Des sommes valables pour faire vivre le parti à la base, car la racine du parti, c'est la base. C'est pourquoi nous avons cherché à consolider la base dans des sommes solides qui peuvent représenter le parti. C'est pourquoi nous avons pris 75 personnes par bureau, par comité de base, 25 jeunes, 25 femmes et 25 adultes. Comme ce bureau d'Antacité, chaque structure compte 75 membres composés de sages, femmes et jeunes. Élus pour 5 ans, ils doivent désormais s'atteler au rayonnement du parti en vue d'enregistrer de bons résultats aux prochaines échéances électorales. Nous mettons toutes ces structures-là en place et difformes pour quand même préparer quelque chose pour l'année 2015. Ça, c'est le souhait de la section. La jeunesse au sein de cette section, c'est une jeunesse franchement dynamique, c'est une jeunesse qui tient franchement à l'avenir et qui reconnaissent d'ailleurs les travaux déjà abattus par le professeur Alpha Condé. La mise en place de ce nouveau bureau devra amener la section RPG Arc-en-Ciel d'Antafassa à corriger toutes les insuffisances constatées au sein du parti à la base en vue d'améliorer son fonctionnement. C'est tout pour les infos, mais restez toujours fidèles au programme de la télévision nationale. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Thank you.